Salut! Alors, déjà, je vais voir si ça marche. Tac. Hum. Donc là, bah déjà, moi, je me suis connecté. Je regarde si je vois sur le groupe. Donc, si vous me voyez, dites-le moi. Sachant que on sait que c'est qu'on voit le salon. Ça doit être là, je pense. Non, c'est pas ici. Contenu multimédia, ça doit être par là. Vidéo. Ouais, ça doit être ça. Ouais, voilà. Donc là, je me vois et là, je me vois. Et c'est décalé. Mais c'est normal a priori. Alors, je vais couper le son ici. Tac. Voilà, comme ça je vois. Salut, salut Aude. Je suis un peu en avance, hein. J'aime bien être un peu en avance. Alors attends, je vais juste fermer ça. Ça marche. Le son, ça va, c'est propre. On entend, ouais. Tu me dis, sinon je parle fort. Tu vas juste recevoir nos commentaires en décalé, ouais. Pas de souci, y a aucun problème. Ah ouais, ouais, je suis méga décalé. Ah ouais, ouais, quand même. Donc ça va, pas de souci. Ça sera rigolo. On va remonter le temps. Salut Isabelle. Bon, donc on va respecter l'horaire. Je vais attendre 18h30 pour être ponctuel. Je vais boire un petit coup à votre santé, hein. C'est pas alcoolisé, hein. C'est du sirop d'orge. Ben, sinon après, je vais dire n'importe quoi. Voilà. Bah, en attendant que ce soit l'heure pile. Ah ben c'est l'heure pile, 18h30. Bon ben. Donc ben, bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et avant de commencer quoi que ce soit, bah déjà je voudrais remercier Aude Tichamp et le groupe Facebook Trailer et Loire 28 euh, qui m'a permis de faire ce petit live ce soir. Sachant que bah, vu que j'adore parler, bah, c'est cool. On me propose de parler en direct, bah, c'est génial. Salut Sarah. Donc voilà, ben, on peut commencer, ou j'attends encore un peu, qu'importe. Dites-moi. J'ai plein de choses à vous dire, alors bon. Puis j'espère que vous avez des petites questions, tout ça. Comme ça au moins, ça sera sympa. Alors je vérifie qu'il y ait tout qui marche bien. Donc là, ça va, j'ai le chat. Là, j'ai le chat aussi. Tiens, je vais voir le temps de décalage. J'aime bien ça. Alors on va faire ça. Quick. On va regarder le temps. Ça me donne une idée. Alors désolé pour ceux qui regarderont le replay, ça sera un peu calme au début, mais bon. Ouais, donc ouais, il y a un méga décalage de 2h30. Bon, c'est pas grave. Bon, bah, on va commencer, puisque l'horaire est passé. Donc, bah, alors bonsoir à toutes et à tous. Encore un merci à Aude et au groupe Trailer et Loire, sur lequel j'aime bien me promener régulièrement pour découvrir des auteurs ou pour moi-même poster des publications me concernant. Donc bah, je m'appelle Frédéric Roquia, j'ai 42 ans, je suis romancier. Donc oui, alors donc Aude, tu me dis, je ne connais pas ton univers, peux-tu nous en parler, pitcher tes livres, il n'y a aucun problème. Je vais vous raconter un petit peu tout ça. Donc bah, pour me présenter, si vous voulez, je vais vous raconter un petit peu déjà mon parcours rapidement, brièvement, pour vous donner un peu une idée d'où je viens et comment je suis arrivé à être romancier. Donc bah, quand j'étais tout petit déjà, j'adorais écrire. Donc j'écrivais des petites bandes dessinées dans la cour de récré, je les distribuais. J'avais écrit un petit roman qui s'appelait Le Trou Noir, c'est un petit roman de science-fiction quand j'avais 9 ans. Bref, j'étais toujours en train d'écrire des histoires, tout le temps, tout le temps. Voilà, après bah, j'ai grandi, en étant adolescent, bah, je me régalais en faisant des rédactions. Alors les profs de français étaient contentes, parce que je racontais toujours des histoires rocambolesques, très romancées.
Bref, voilà, tout ça, ça s'est fait. Puis, en grandissant, ben voilà, j'étais quelqu'un de très scolaire, donc ben, j'ai fait des études de biologie, de génétique, parce que j'aimais beaucoup les sciences et la nature, tout ça. Donc, bonsoir Tsuma. Donc, j'ai fait mes petites études de biologie, puis je suis arrivé en fin de faculté, et là, je savais plus trop quoi faire. Donc là, je vous parle de ça, c'était dans le 2000 à peu près, voilà. Non, en 96 pour être précis, j'ai commencé la fac et en 2000 j'ai fini la fac. Et là en fait j'ai choisi de rentrer dans la police scientifique. Sachant que donc au début 2000, il faut se remettre dans le contexte, euh, quand on parlait de police scientifique, c'était totalement inconnu. Ça peut paraître bizarre aujourd'hui parce qu'il y a eu énormément de séries, de films et de choses là-dessus. C'était très 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 méconnu. Donc je suis parti sur Paris pour faire un diplôme de criminologie. Et j'ai donc fait pendant une année de la criminologie, de la balistique, criminalistique, victimologie, des mutilations rituelles, des autopsies, enfin tout un tas de matières fort sympathiques en pratique et en théorie qui m'ont fait découvrir un domaine qui était vraiment très très intéressant. Un métier très très chouette et tout ça. Mais, parce qu'il y a un mais, comme je suis parti vivre quelques temps sur Paris, sachant que moi à la base j'habitais sur Marseille, euh, je suis musicien depuis tout petit, j'ai appris l'accordéon, la batterie, la guitare quand j'étais gosse, quand j'avais 5 ans, et j'ai toujours joué de la musique. Et sur Paris, en fait, j'ai découvert un univers très musical. Voilà, je passais beaucoup de temps dans les cafés de jazz, tout ça, et puis c'est produit quelque chose. C'est que le jour où je devais me présenter pour entrer dans la police scientifique, bah, j'ai changé d'avis et j'ai clôturé donc mes études. Et alors Aude me demande, tu l'as fait dans quel établissement ce diplôme? Alors c'était la faculté des médecine Bobigny, Pablo Picasso dans le 93. Voilà, c'était un DU de criminologie qui, on va dire, il fallait avoir fait une maîtrise de biologie ou de génétique, enfin, c'est ce que j'avais fait, quoi, pour faire ce DU-là, et ensuite rentrer dans la police scientifique en tant qu'ingénieur, en fait. Police scientifique, c'est-à-dire faire des recherches, analyser les prélèvements, aller sur le terrain, sur les scènes de crime, tout ça. Donc voilà, donc j'ai fait toutes ces jolies études, et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, j'étais très très scolaire, mais en même temps, à côté de ça, moi j'avais une passion, c'était la création, l'écriture, et donc le jour où j'ai vraiment c'est anecdotique mais c'est réel, le jour où je devais commencer quoi, et j'ai arrêté, j'ai même pas commencé en fait. J'ai fait des études et tout ça, mais je me suis dit stop, moi ce qui me plaît c'est l'écriture et la musique. Et donc ben, je me suis lancé dans une carrière de musicien. J'étais auteur, compositeur, interprète sur Paris. Donc je suis resté pendant une année, on va dire, ou deux, puis je suis redescendu sur Marseille, parce que la vie parisienne était sympa, mais comme j'étais du sud, c'était pas le même rythme, et puis j'avais envie d'autre chose, donc je suis redescendu dans le sud, et j'ai commencé à faire des concerts, écrire des albums, enfin voilà. Les années sont passées comme ça, et c'était chouette, mais c'était aussi un peu compliqué, parce que bon, ben, musicien c'est chouette, auteur-compositeur c'est chouette, mais c'est compliqué de vivre comme ça. Donc ben, par la force des choses, finalement, après, ben, j'ai bossé, j'ai fait des boulots alimentaires, qui étaient quand même sympa, parce que j'étais d'abord dans une association qui était dans les quartiers populaires de Marseille, dans laquelle on faisait pas mal de créations avec des jeunes. Puis après, j'ai travaillé dans une petite société où j'ai fait webmaster, monteur vidéo, graphiste. Bon, voilà, parce que je vais pas vous raconter tout, mais j'ai fait une petite chaîne de télé dans le début des années 2000 qui était sur Internet. J'ai fait pas mal de choses, quoi. Et donc tout ça m'a amené à tout ça. Mais il y avait quand même tout le temps derrière moi cette idée d'écrire des livres depuis très longtemps. Bah, je vous disais quand j'étais petit déjà, et puis j'avais commencé à 18 ans à écrire une histoire, et c'était très difficile de concilier, en tout cas en ce qui me concerne, deux métiers. Parce que là, aujourd'hui, avec le recul, je peux le dire, être auteur, romancier, c'est un vrai métier. C'est pas. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Ça demande énormément de temps, beaucoup de travail. Et donc, ben, en ce qui me concerne, personnellement, j'avais du mal à concilier les deux. Et puis par la force des choses,
mon travail alimentaire s'est arrêté et ça s'est passé donc en 2016. Et là, j'ai saisi l'occasion. J'ai saisi l'occasion, quelque chose, ça faisait très longtemps que je traînais, j'avais envie de faire ça et je me suis mis à écrire donc mon premier roman. J'ai passé donc une année complète à écrire mon premier roman. Pour l'anecdote d'ailleurs, quand je travaillais, j'avais commencé à l'écrire, j'avais écrit on va dire 2 ou 3 chapitres en un an. Tandis qu'après j'ai écrit 600 pages en un an. Donc voilà, c'était clair que je ne pouvais pas faire autrement. Donc du coup voilà, j'ai écrit mon premier roman en 2016 et puis est arrivé 2017. C'est-à-dire la fin de mon roman, j'ai terminé, j'étais heureux parce que j'avais quand même abouti à quelque chose qui traînait dans ma tête depuis très longtemps. Et donc ça c'est mon premier roman, voilà. Ça s'appelle Le secret de la lune. C'est un roman d'anticipation, une fresque, une grosse épopée de science-fiction qui se passe dans 200 ans. Je vous en parle brièvement parce que on est quand même dans un groupe de thriller, donc je vais aussi aller dans le vif. Bien que les catégories soient encore un autre débat. Mais bon, en tout cas, voilà, c'était un roman de science-fiction et quand je l'ai terminé, c'est présenté à moi une chose simple, qu'est-ce que j'allais faire de ce roman. Donc, comme tout auteur qui se respecte au début, tout de suite j'ai pensé aux maisons d'édition, bien évidemment. Et donc là, j'ai envoyé mon roman à peu près 80 maisons d'édition, mais uniquement par mail. C'est-à-dire que toutes les grosses maisons d'édition papier, où il fallait envoyer le manuscrit en papier, je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas trop envie d'envoyer des trucs en papier, tout ça. Enfin bref, ça me plaisait pas cette idée de passer par du papier comme ça. Bon bref. Donc j'ai fait ça, et là j'attendais naïvement, candidement, des réponses positives. Vous êtes formidable, votre récit est magnifique. J'attendais ça vraiment en me disant ça va être super. Et puis bah, il ne s'est rien passé du tout. Et donc au bout de 2 mois à peu près, sachant que des fois il faut attendre 6 mois, hein, même plus quelquefois, je me suis dit bah tiens, bon ça n'a pas l'air de plaire, c'est pas grave, de toute façon moi j'adorais ça, donc c'était donc la fin de l'été 2017. Et là, je découvre le monde de l'auto-édition. C'est-à-dire qu'en fait, faire un petit retour en arrière, 6-7 ans avant, j'avais fait un recueil de textes et j'avais essayé de le faire imprimer et j'avais vraiment eu beaucoup de difficultés pour trouver un imprimeur qui puisse me l'imprimer. Et donc j'étais resté dans cette idée-là. Et puis j'ai découvert qu'il existait des systèmes d'auto-édition et je suis tombé sur l'un d'entre eux qui s'appelait Lulu. Donc j'ai publié mon livre sur Lulu, je l'ai reçu par courrier sur ma boîte aux lettres, et là c'était un jour exceptionnel pour moi, parce que de recevoir son roman comme ça dans sa boîte aux lettres, c'était magique. C'était quelque chose que je n'aurais même pas imaginé. Et puis bon, ben, Lulu, étant ce que c'est, qui est très sympathique, mais très peu visité, ou du moins en tout cas pour la science-fiction, voilà. Pareil, toujours rien, il se passait vraiment pas grand chose, quelques personnes l'ont vu autour de moi, dans mon entourage, voilà. Et puis je découvre par hasard un autre système d'auto-édition que vous connaissez sûrement, qui s'appelle KDP, donc, qui est proposé par Amazon. Et là, donc, j'ai mis mon roman sur KDP. Et puis bon, comme j'en avais un petit peu marre d'attendre qu'il se passe quelque chose et que voilà, j'étais dans la mouvance de l'écriture, j'ai commencé à écrire un second roman. Et là, pendant que j'écrivais mon second roman, j'avais quelques ventes sur Amazon, mais rien de bien spécial. 2018 commence, j'écris mon second roman, là cette fois-ci il s'agit d'un polar, donc là pour le coup c'est celui-ci, donc ça s'appelle La disparition de Natacha B, que j'ai publié en octobre 2018. Et là donc ça s'est pas du tout passé de la même façon. C'est-à-dire que déjà dans un premier temps, je l'ai directement mis sur Amazon, je l'ai directement mis en exclusivité sur Amazon, donc aussi on va avoir des pages de lutte, tout ça. Et là, j'ai attaqué l'écriture du troisième, sans même me soucier de ce qui pourrait se passer pour le deuxième. Et là, en fait, au bout de 2-3 semaines, je suis juste allé voir, on a un petit compteur de statistiques pour les auteurs, et voir un petit peu si j'avais vendu un livre. Et là, j'ai été très surpris, puisqu'en fait, j'ai eu énormément de lecteurs en très peu de temps,
Et j'avais une centaine de lecteurs qui avaient déjà lu mon livre en même pas 3 semaines. Donc j'ai été surpris, enfin, je ne comprenais pas ce qui se passait, j'ai dit tiens, qu'est-ce qu'il y a et tout ça. Et j'ai encore envoyé à des maisons d'édition. J'étais encore dans l'optique de me dire bah tiens, celui-là plaît, ça va marcher, c'est cool, bah, voilà. Bonsoir Virginie, enchantée, ça fait plaisir que vous soyez là pour me poser des questions aussi. Même si je parle beaucoup, hein, désolé, mais vous me direz, hein, vous m'arrêterez. Je vous fais une présentation rapide, mais bon, entre guillemets rapide à la Fred. Et donc voilà, et donc Natacha B a très 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 bien marché, et moi donc j'arrivais quand même vers la fin de, on va dire, mon chômage, et je commençais à me poser des questions, qu'est-ce que j'allais vraiment faire? Parce que toute ma vie j'ai aimé créer, j'ai passé plusieurs années à faire que de la musique, ça a été très difficile, mais là c'était plus pareil, j'avais plus le même âge, l'écriture de toute façon était clairement une évidence pour moi. Et j'avais commencé à avoir pas mal de retours de lecteurs qui étaient vachement encourageants, qui faisaient plaisir. Donc je me suis dit, mais puisque j'adore faire ça et puisque certaines personnes aiment ce que je fais, ben, c'est super. Moi j'adore le partage, j'ai toujours aimé le partage de tout. Donc je me suis dit, bah, c'est parti, allons-y. Donc j'ai créé en début de l'année 2019 ma propre maison d'édition. Mais ça n'a pas été par défaut, ça n'a pas été par dépit, ça n'a pas été parce que j'ai pas été pris par les maisons d'édition. Ça a été une longue réflexion sur ce que je voulais vraiment faire. Et souvent, il y a des auteurs qui disent... Enfin, moi, chaque fois que j'allais dans des salons d'écrivains, je voyais des auteurs publiés. Je disais, oh là là, la chance, ils sont publiés. Moi, personne n'a voulu de moi et tout ça. Et puis, j'ai découvert, j'ai compris, en fait, le monde de l'édition, qui est, on va dire, à 3 vitesses. Voilà, la première vitesse, c'est la grosse maison d'édition, bien sûr, qui va publier romanciers. La seconde, ce sont les maisons d'édition un petit peu plus modestes. Salut Elodie, le plaisir. Et là, c'est déjà beaucoup plus possible d'être édité. Puis après, il y a les maisons d'édition à compte d'auteur. Et là, bon, ben, en fait, c'est rien de compliqué. Une maison à compte d'auteur, de toute façon, va vous encenser et vous dire que c'est votre roman le plus formidable sur Terre. Et puis, vous serez publié. Mais voilà. Et la question, moi, à laquelle je me suis posée, c'est que elle est très simple. J'ai une formation scientifique, donc je suis très cartésien, très carré. Je me suis dit, bah, puisque j'aime écrire, je veux faire que ça de ma vie. Et puisque je veux faire que ça de ma vie, il faut que j'en vive. Et d'un point de vue calcul, ça a été très rapide à faire. Si vraiment je voulais vivre de mes romans, en me disant bien que de toute façon, une grosse maison d'édition, ça allait être compliqué de les approcher dans l'immédiat, il fallait que je m'auto-édite et que je m'auto-édite tout seul, sans passer par une plateforme ou une autre. Donc j'ai créé ma micro-entreprise et qui s'appelle Ma Maison d'édition. Donc je suis éditeur de livres, entre guillemets, puisque je m'édite que moi. Et j'ai donc créé cette structure et j'ai réfléchi donc à son modèle économique. Alors ça peut faire gros mots dit comme ça, mais c'est très important quand on est auteur, qu'on aime écrire. Il faut aussi penser à cet aspect-là. On ne peut pas juste se dire oh, je suis passionné et puis c'est tout et puis c'est génial. Si vraiment on a envie de faire que ça, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les auteurs. Je connais énormément d'auteurs qui ont d'autres métiers à côté et donc ils arrivent à concilier les deux. Bon, en ce qui me concerne, moi, c'est impossible. Je vais avoir un cerveau qui ne fonctionne que d'une manière. Bref, en tout cas, c'est plus compliqué. Donc du coup, j'ai commencé à me dire début 2019 que j'allais commencer à faire des séances de dédicaces. Et en même temps, j'étais dans l'écriture d'un 3e roman. Puisque j'adore écrire, donc j'étais encore en train d'écrire. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je comptais faire quelques séances de dédicaces, 3 ou 4 dans l'année, pour rencontrer des lecteurs, essayer de sortir un peu de ma grotte. Et au final, en 2019, j'ai fait 47 séances de dédicaces dans l'année. Et ça a été, l'année dernière, hein, ça a été une année pour moi totalement révélatrice, puisque je crée ma maison d'édition. Mon 2e roman, La disparition de Natacha B, s'est vraiment envolé, donc ça m'a fait énormément de plaisir. Et au cours des séances de dédicaces, j'ai rencontré énormément de lecteurs, d'autres auteurs, des libraires, enfin j'ai fait beaucoup de rencontres géniales, qui, de toute façon, les rencontres humaines apportent toujours énormément de choses. Donc ça m'a d'abord bien sûr conforté dans mon idée de ce que je faisais, de la voie que j'avais prise.
Et puis, ça m'a encore plus motivé pour plein de choses. Voilà, de constamment travailler vraiment, vraiment, vraiment dur, quoi. Et oui, Elodie dit, ça fait pas mal de séances de dédicaces. Alors en fait, j'étais très méthodique, hein. Je me suis dit comment faire des séances de dédicaces, donc mais il n'y avait pas 3000 solutions. J'ai cherché d'abord les librairies, bon, bien sûr, autour de chez moi. Parce que oui, je n'ai pas de voiture, donc je fais tout en train. Pour certaines ou certaines qui me connaissent, qui me suivent sur les réseaux, ils voient souvent que je suis avec des valises et des trucs. Je trimballe des kilos de livres derrière moi, bref, voilà. J'ai plus de dos, c'est comme ça. Mais, euh, mais en fait, donc, on était début janvier, je vais vous raconter en détail, on était début janvier, j'ai découvert deux associations littéraires à proximité de chez moi. Une qui était. Donc, moi j'habite à Sifour-les-Plages, c'est pas loin de Toulon, c'est dans le sud-est de la France. Et j'en ai trouvé une donc qui se trouvait à Bandol, qui s'appelle le Cercle des auteurs bandolais, dont le président est Christian Delot, qui est un super auteur, qui s'occupe d'auteurs lui aussi et qui fait un travail formidable. Et une autre association qui s'appelle les Plumes d'Azur, qui se trouvait à Hyères-les-Palmiers, pas loin du Lavandou, voilà, après Toulon. Donc je suis allé aux assemblées générales de ces deux associations, je me suis inscrit à ces deux associations et en cumulant, on va dire, ces deux associations, elles proposaient énormément de séances de dédicaces, surtout en été. On avait 3 séances de dédicaces par semaine pendant un mois, du 15 juillet au 15 août. Donc déjà, vous imaginez le nombre de séances rien que là que ça fait, et puis le nombre de rencontres qu'on peut faire à ce moment-là. Et par la force des choses aussi, j'ai pu accéder à certains salons comme le salon des écrivains en Provence de Fuveau, qui est un salon très prestigieux. Donc là aussi, ça a été un tremplin, parce que ça m'a permis de rencontrer beaucoup d'auteurs aussi. Bref, voilà, j'ai fait tout un tas de salons toute l'année, j'ai fait des librairies, parce que les librairies pour moi c'était aussi... ça c'est un autre débat, mais mon modèle économique est basé, je ne m'en cache pas, essentiellement sur Amazon. C'est-à-dire que je vends du livre broché, du livre numérique sur Amazon, et j'ai aussi des pages lues sur Amazon pour les abonnés. Donc aujourd'hui, sans Amazon, je ne pourrais pas vivre de ma plume. Mais Amazon, on le sait, cause énormément de tort également. Je ne parle pas de tout ce qui est en dehors de la littérature, ça c'est un autre débat, mais à cause du tort aussi aux libraires. Donc j'avais vraiment à cœur de faire des dédicaces en librairie, de laisser des ouvrages en librairie pour voilà, au moins contribuer à faire travailler les libraires également. Et puis voilà, je trouvais que c'était, déontologiquement parlant, ça me donnait en tout cas bonne conscience, mais ça me permettait de faire à mon niveau ce que je pouvais, parce qu'après j'ai pas le choix. Je veux dire, si aujourd'hui je devais passer que par des libraires, je pourrais pas vivre de mon écriture, puisque il faudrait que je sois diffusé dans toutes les librairies de France, et pour ça, ça n'existe pas vraiment. Soit on est édité par une grosse maison d'édition, auquel cas là oui, et encore, les conditions ne sont pas toujours simples, parce que vous allez être souvent en tête de gondole au début, mais si vous n'êtes pas un auteur connu, vous serez dans les rayons et vous ne serez jamais vraiment vu. Et puis après, vous avez énormément de plateformes qui proposent d'être dans toutes les librairies, mais c'est souvent sur commande. Bref, il y a énormément de modèles économiques. En tout cas, voilà, le modèle d'Amazon a permis de pouvoir vivre de ça et de faire que ça. Voilà. Pour moi, c'est très important. Et donc voilà, j'ai fait toutes ces dédicaces. J'ai sorti donc un troisième roman en octobre qui s'appelle Les Racines Bleues. Donc là, c'est un thriller. Alors, je vois Elodie qui me dit de quoi parle le futur roman. Alors, je vais en parler après, pas de problème. Je finis ma petite présentation, mais je vais vous expliquer un peu, je vais vous donner deux, trois petits trucs. Donc, Les Racines Bleues, voilà, c'est un thriller qui parle de secrets de famille. Donc, c'est vraiment... c'est une histoire qui me tenait énormément à cœur, parce que les thèmes qui y sont abordés sont très importants pour moi. Je parle de discrimination, que ce soit enfin, plein de discriminations, y compris la misogynie. Enfin, voilà, j'avais envie de traiter de beaucoup de sujets, les secrets de famille aussi. Donc là, quand j'ai sorti ce thriller en octobre, bon bah là, c'est par rapport à la disparition de Natacha Béou, ça avait bien marché. Là, ça a marché, on va dire 2 fois plus, parce que pour la simple bonne raison que, bon, bah déjà c'était un thriller, donc le thriller est quand même une catégorie qui est très lue. Ensuite, il y avait tous les lecteurs qui avaient lu Natacha B, qui avaient aimé Natacha B, se sont mis sur Les Racines Bleues.
Et aussi, c'est ça qui est aussi important, c'est que toutes les personnes que j'avais rencontrées pendant l'été et puis en début d'année dans les dédicaces euh, ont lu mon livre aussi également. Donc là, voilà, Les Racines Bleues, ça a été vraiment un second tremplin. Et comme vous commencez à être beaucoup lu, ça fait vraiment. Alors quand je dis beaucoup, attention, oui, je vais relativiser. Aujourd'hui, j'ai aucun tabou, j'ai rien à cacher. Quand je dis beaucoup, pour moi, c'est pas grand chose en fait en réalité, mais j'ai à peu près 250 lecteurs par mois. Et pour moi, c'est exceptionnel de me dire que 250 personnes vont partager le plaisir que j'ai eu à écrire ces histoires. Je suis toujours très heureux et donc voilà, quand j'ai commencé à écrire, j'écrivais pour moi. Je m'étais dit, si un jour il y a quelqu'un qui lit un de mes livres, bah, je serais super content. Voilà. Et donc là, bah, forcément, ça vous donne encore plus l'envie d'aller au bout des choses. Et donc voilà, donc 2019 a été une grande année pour moi. J'ai fait beaucoup de dédicaces, j'ai sorti ce troisième roman et j'ai attaqué directement sur le quatrième. Et là, ça a été assez marrant parce que donc on m'a catalogué tout de suite parce que j'avais fait un polar et un thriller et même si j'ai fait de la science-fiction au début, euh, on m'a catalogué dans auteur thriller polar. Donc ça c'est un peu compliqué parce que j'ai toujours aimé la liberté dans tout et quand j'écris jamais en pensant à une catégorie. D'ailleurs, si quelqu'un est capable de me dire la différence entre roman noir, policier, thriller et polar, j'attends parce que c'est très bizarre. C'est très compliqué d'arriver à catégoriser ces choses-là. Et justement, pourquoi je dis tout ça, c'est que le dernier roman donc, que j'ai sorti en mai s'appelle Ce que le temps fera de nos vies. Alors, ce livre m'a joué des tours parce que, en fait, cette histoire, quand j'ai sorti mon roman en mai, il ne s'est pas passé grand-chose. Je m'attendais à avoir des lecteurs, puisqu'après, il y a une sorte de logique. Quand les gens vous ont lu, vous ont aimé ce que vous faisiez, ben, les lecteurs aiment bien reprendre le fil du flambeau. Mais au début, il ne s'est pas passé grand-chose. Alors, en fait, je ne comprenais pas. Je me suis dit, tiens, pour quelle raison? Et en fait, mon roman, j'ai eu un souci, je ne savais pas dans quoi le classer. Et donc j'ai fait un quatrième de couve, d'où l'importance, parce que quand on est auto-édité, on fait tout seul. Donc là, moi, en l'occurrence, je fais toutes mes couvertures seul, sauf pour celui-ci où c'est un ami à moi graphiste qui a fait ce travail superbe. Mais sinon, voilà, on fait tout seul. Et la quatrième de couve, je la fais tout seul. Et je suis très pointilleux, j'aime beaucoup les détails. Donc quand j'ai fait la quatrième de couve, j'ai écrit ce qui me tenait à cœur. Et j'ai mis un moment, j'ai mis 15 jours avant de comprendre d'où venait le problème. Pourquoi les personnes, les lecteurs ne lisaient pas ce livre. En fait, c'était la quatrième de couve. Quand on la lisait, on avait l'impression que c'était une romance pure. Mais la couverture, si vous regardez les romans sur Amazon, bon, j'aurais pas besoin d'expliquer très longtemps, ne correspondait pas vraiment à ce qu'il y a habituellement sur les romances. Le titre, pas forcément non plus. Et puis, comme je le disais, j'ai été catégorisé dans le polar thriller et une romance d'un coup, c'était surprenant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé ma quatrième de coup, mais je l'ai changé d'une manière. En fait, j'ai fait un lâcher prise. Jusqu'à maintenant, chaque fois que j'écris un livre, j'ai toujours peur de spoiler. J'ai toujours peur de divulguer ce qui va se passer dans l'histoire. Et donc, je fais des quatrièmes de couve toujours très énigmatiques, mais je dis peu de choses. Et celui-ci, Ce que le temps fera de nos vies, c'était encore le cas. C'est-à-dire que je racontais que c'était l'histoire de Tom et Jeanne, un jeune couple qui vit dans une forêt, tout ça, que tout se passe bien et qu'il va leur arriver quelque chose. Et puis voilà, en gros, ça s'arrêtait là. Donc si on lisait ça, bah, on disait, oh, bon, c'est une histoire d'amour, il va leur arriver quelque chose. Et donc, j'ai eu des conseils autour de moi, des personnes qui m'ont dit, c'est dommage, j'ai lu ton livre, il est bien, mais la quatrième de couve ne le met pas en valeur et tout ça. Et donc, j'ai divulgué quelque chose qui se passe dans le roman, et ça se passe pourtant au cinquième chapitre, donc c'est pas non plus, ça y est, on sait tout, c'est fini. J'ai simplement dit que la jeune femme de ce roman disparaît du jour au lendemain et d'une manière très bizarre et surprenante. Et donc en faisant cette quatrième de couve, bah alors déjà mon roman est rentré dans la catégorie thriller,
Parce que justement, c'est là où c'est marrant, c'est que souvent un thriller, on a l'impression que c'est un roman noir ou un roman policier. Là, justement, on est dans un groupe de thriller. Et un thriller, la définition pure d'un thriller, c'est un roman à suspense, avec pourquoi pas des dénouements multiples, mais en tout cas qui nous tient en haleine avec pas mal de suspense. Ça, c'est une définition qui peut, à la limite, se rapporter à tous les livres. Donc, voilà. Et donc, dans ce roman, ce qui s'est passé, c'est que c'est rentré ensuite dans la catégorie thriller, et la quatrième de couve a fait que, d'un coup, ça y est, mon roman a été lu, et là, j'étais rassuré parce que ça fait toujours bizarre quand même d'écrire quelque chose qui n'est pas du tout lu. Au début, je m'en foutais la première année, parce que je me disais, de toute façon, je ne serais jamais lu. Et quand vous êtes lu, après, ça fait de la peine. Je me dis, tiens, j'aurais aimé partager cette histoire et tout ça. Et puis finalement, voilà, après ça s'est fait. Donc j'ai raconté cette petite anecdote parce que c'est aussi ça le quotidien de notre autorité, c'est des fois faire des remises en question sur des détails, essayer de trouver qu'est-ce qui ne va pas, parce que quel est notre but quand on écrit? Le premier but, c'est de se faire plaisir. Et le deuxième, en tout cas en ce qui me concerne, c'est de partager ce plaisir que j'ai pu éprouver. Donc c'est dommage quand ça ne peut pas se faire pour une barrière qu'on n'a pas saisie. Là, par exemple, le résumé. C'est dommage. Donc voilà. Après, bon, je fais faire beaucoup de chroniques pour mes romans, donc ça permet on va dire, d'avoir des avis extérieurs, parce que c'est très compliqué, on ne peut pas s'auto-critiquer sur un roman, donc voilà, les chroniqueuses et chroniqueurs, surtout les chroniqueuses, parce que les chroniqueurs, malheureusement, j'en ai peu, donc ce sont les chroniqueuses qui font un superbe travail, et permettent aussi de donner un peu plus une idée en profondeur du roman. Voilà. Elles ont l'art de raconter un livre sans rentrer trop dans les détails, et ça c'est exceptionnel. Donc voilà, ça c'était donc en mai, donc mai, juin sont passés. Alors là, cette année a été très compliquée par rapport à la situation sanitaire, puisque j'étais parti sur la lancée de 47 séances de dédicace l'année dernière. Cette année, je comptais en faire une soixantaine, et au final, aujourd'hui, j'en ai fait 0, parce que soit elles ont été annulées, soit je les ai annulées, parce que je vous rappelle, j'ai fait de la biologie, donc de la virologie, donc il y a des petits trucs, voilà, c'est comme ça. Après, j'ai préféré ne pas en faire. Donc ça a été un peu compliqué. Mais Amazon est arrivé en août pour me proposer une promotion pour l'un de mes romans, La disparition de Natacha B. Donc une promotion éclair, ça, qui est souvent proposé quand on a pas mal d'avis. C'est pour ça qu'il faut toujours insister sur, si le livre vous a plu, il faut mettre un avis, c'est très important pour les auteurs. Et là, c'est vrai qu'en une journée, j'ai eu 600 lecteurs, donc ça a été encore un nouveau cap de passer, et voilà, ça fait plaisir parce que ça permet de partager son travail avec beaucoup de personnes, et après d'avoir des retours et tout ça. Alors, Aude, alors je vais un peu quand même répondre aux questions, parce que sinon je vais faire un monologue, ce qui est déjà le cas, désolé. J'aime écrire et j'aime parler, hein. Je sais pas si ça va ensemble, mais bon, bref. Alors, tu fais appel à des personnes extérieures pour la relecture-correction. Alors oui, tout à fait. En fait, comment je travaille? Alors, oui, je fais appel à des lecteurs. Alors, si ça peut vous intéresser, je peux vous raconter brièvement comment j'écris un roman, en fait. Voilà. En gros, on va partir de... Voilà, quand je viens de publier un roman, bon, pendant un mois, il y a de la promotion, tout ça, et après, je commence un nouveau roman. Donc, j'ai des tonnes de carnets, dans tous les sens, sur lesquels j'écris plein de petits trucs, des idées de partout, tout ça. Il y en a qui sont développées, d'autres moins. Et quand j'ai fini un roman, j'en prends l'une d'entre elles. Et pendant une semaine ou deux, je réfléchis un peu à mon idée. Alors, mes idées, c'est toujours pareil, j'ai toujours un début et une fin. Voilà, j'ai toujours une problématique au milieu. Et l'intrigue est assez intuitive en général, pour ma tête. Donc, je bosse de la manière suivante. Pendant, on va dire, 15 jours, 3 semaines, je vais laisser un peu mijoter tout ça dans ma tête. Je vais prendre quelques notes. Et après, je vais attaquer ce que j'appelle un corpus. Alors, tous les auteurs travaillent d'une manière totalement différente. Chacun a sa méthode. Je sais qu'il y en a qui font des corpus, il y en a qui préparent, d'autres qui ne préparent pas. Moi, j'adore préparer, je suis un méga préparateur professionnel. Donc, je fais des corpus, c'est-à-dire, en gros, je vais pondre pendant 1, 2, voire 3 mois, des fois.
tout un tas de textes en parlant des personnages, de la chronologie, de l'intrigue, de scènes par-ci par-là. Voilà. Et je vais développer mon histoire. Et en écrivant ce corpus, mon histoire va s'enrichir, va prendre de la logique. Il va y avoir des fils conducteurs, des dénouements, enfin, il y a plein de choses qui vont se mettre. Enfin, c'est une sorte d'alchimie programmée qui fait qu'en écrivant ce corpus, l'histoire que j'ai au fond de ma tête va se développer. Et je vais la découvrir au fur et à mesure. Voilà. Et donc, quand j'ai fini ce corpus, bon, il prend des fois 2-3 mois. Hein. C'est-à-dire vraiment, la fin d'un corpus pour moi, c'est quand mes personnages sont écrits, c'est-à-dire ce qui leur est arrivé avant l'histoire et ce qui leur arrive pendant l'histoire, bien sûr, leur personnalité, tout ça, parce que c'est important pour moi dans les dialogues de savoir quand elle a eu ci ou ça dans son enfance ou machin. Après, j'ai la chronologie aussi, parce que j'aime bien être très précis, je ne veux pas d'invraisemblance, tout ça. Et pour finir, donc j'ai toujours une phase de découpage et de chapitrage. C'est-à-dire que pour chaque chapitre, je vais écrire des scènes. Donc, dit comme ça peut paraître très carré, très artificiel, avec peu de liberté. Et tout ça fait que pendant 3 mois, je vais tellement me familiariser avec mon histoire et mes personnages, que lorsque je vais commencer au 4e mois à rédiger mon histoire, le premier chapitre, ah ben, j'aurai déjà tout dans la tête. Et c'est là où il y a le lâcher-prise qui se fait, et donc je commence à écrire mon histoire, quoi, mon roman, mon premier chapitre, je sais mes scènes, et là les personnages que j'ai fréquentés pendant 3 mois vont se mettre à parler, on peut en parler avec plein d'auteurs, sûrement plein d'auteurs ont déjà dit, hein, vont se mettre à parler, et les scènes vont se faire. Donc quelquefois elles vont correspondre assez bien à ce que j'avais préparé pour chaque chapitre, quelquefois elles vont m'emmener vers d'autres chemins. Mais connaissant la fin de mon roman, connaissant la succession des chapitres, il y aura une sorte d'équilibre entre de la surprise pour moi, et aussi du coup pour le lecteur, souvent, et une certaine logique, parce que y a une logique dans les choses, une logique dans la nature. Donc, dans un roman aussi, quand on raconte un roman, même si c'est une fiction, on se base sur des logiques du réel. Donc ça va me donner un cadre confortable et ça va me permettre d'être complètement libre dans l'écriture. Voilà. Donc ça va être une phase, pendant 2-3 mois, je vais rédiger mon roman. Quand cette phase-là est finie, donc la seconde phase est finie, là je vais faire le travail de relecture, donc vous connaissez sûrement, et donc là c'est marrant, parce que donc, on n'est plus écrivain, on est lecteur, et ça n'a aucun rapport. Hein. L'histoire, quand on la lit, on la remodèle vraiment de plein de choses, plein d'endroits. Et donc cette phase de relecture, en général, elle prend un bon mois, on va dire, parce qu'on la relit plusieurs fois. Après, je fais une phase de correction personnelle, je me corrige. Donc d'abord, je fais une correction avec un logiciel qui s'appelle Antidote, qui est un logiciel qui permet déjà de voir des grosses fautes, tout ça. Ensuite, une fois que j'ai passé donc, à la moulinette Antidote mon roman, je le recorrige moi tout seul, sans rien, et je le recorrige une troisième fois. Et quand tout ça c'est fait, je l'envoie à 2 correctrices qui vont travailler chacune de leur côté. Pendant ce temps, moi je fais encore une relecture. Et puis là, tout le monde envoie le manuscrit corrigé avec les petites erreurs, les petites fautes, les coquilles et tout ça. Et pour finir, après voilà, vous avez le côté publication. Donc là, je prépare pendant 1 mois, on va dire, le lancement de mon roman. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, j'étais graphiste, monteur vidéo, webmaster. Donc du coup, en général, je fais un trailer vidéo, que je fais un gros montage avec des musiques, que je crée moi-même aussi, parce que je suis musicien. Et je crée mes visuels, je crée ma couverture, le titre aussi, enfin il y a énormément de choses autour d'un roman, la mise en page. Je publie ça sur Amazon au bout d'1 mois, et après j'ai 1 mois de promotion et j'attaque un nouveau roman. Donc voilà, ça c'est vraiment la manière dont je travaille. Alors au tout début, quand j'ai écrit le premier, j'ai travaillé de cette manière-là, mais c'était dans le brouillard, parce que j'avais pas de méthode. Le deuxième, je l'avais un peu plus. Le troisième, complètement. J'étais ancré. Le quatrième, alors là, oui, j'avais vraiment tout été cadré, impeccable. Et voilà. Si vous voulez, je peux vous montrer, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais j'ai des petits... Bon, voilà, un corpus, c'est ça. Hein, c'est un gros pavé avec beaucoup de choses décrites sur les chapitres, les personnages, tout ça. Et
là, par exemple, pour le secret de la Lune, voilà, j'aime bien aussi faire ça. J'ai dessiné des prototypes de machines, comment elles fonctionnent. Ça, c'est un paysage, un décor où j'étais. Ça, c'est des modes d'habitat dans le futur. Bon, bref. Voilà, après j'ai des grosses chronologies aussi. Voilà, alors là, pour le secret de la Lune, mon premier roman, ça se passe sur 200 ans. Alors, vous imaginez un peu qu'il a fallu que je fasse beaucoup de chronos. Après, ben, voilà, je vous montre comme ça. Ça, je l'ai jamais montré à personne, donc c'est rigolo. Ça vous fait un petit exclu, genre exclusivité. Donc là, voilà, ça c'est pour Natacha B. Donc au départ, voilà, ça c'est le titre. Ça s'appelle jamais le titre de fin, mais c'était le contretemps, parce que c'est le nom du bar. Donc là, voilà, j'ai mon petit sommaire, mes personnages, avec, en fonction des couleurs, ça c'est les liens de parenté ou pas. Donc voilà, il y avait tout ça. Je fais toujours, ça c'est très important pour moi, je dessine le lieu. Donc ça c'est le lieu qui se passe dans Natacha B. Où ça se passe, pardon. La disparition de Natacha B, voilà. C'est Rageux, hein, c'est un petit village. Donc là, il y a vraiment tout, tous les détails, tout ça. Voilà, après, pareil, hein, je vous disais la chronologie. Voilà, avec tous les. Alors, je vous montre pas trop pour pas spoiler ceux qui n'ont pas lu, mais voilà, la chronologie en date aussi, l'histoire. Après, une fois que j'ai ça, je fais les annexes. Bon, bref, voilà. Hein. Je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais ça vous montre un peu. Ça, c'était pour les racines bleues. Donc, les racines bleues, c'est celui-ci que je vous montre. Les racines bleues, c'était celui que j'ai sorti l'année dernière. C'est un thriller. J'espère que je vous fatigue pas trop là. Donc voilà, les racines bleues, bah, j'ai fait en couleur. C'était là où se passent les racines bleues. Voilà, donc petit village. Parce que oui, alors ça c'est une petite particularité que j'ai. On me l'a souvent demandé en dédicace, mais quand j'écris une histoire, je travaille énormément sur le lieu. Bon, je travaille énormément sur les personnages, mais je travaille énormément sur le lieu. Parce que pour moi, un lieu fait les personnages et les personnages font les lieux. Donc le lieu est aussi important pour moi qu'un personnage. C'est l'ambiance, tout ça, j'y suis très 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 attaché. Et en fait, tous les lieux sont des lieux inventés. Donc on m'a déjà demandé, ça dérange des fois certaines personnes qui me disent pourquoi pas choisir un lieu précis, une ville précise, pourquoi c'est que des noms de villes inventées, des noms de régions inventées. Et en fait, c'est parce que pour moi, la première des choses, ça va être mon récit, mon intrigue, mon histoire. Voilà. Et c'est ça le plus important, le propos qu'il y a dedans, la thématique traitée, l'histoire des personnages. Et comme je pars toujours de l'histoire d'abord, je ne veux pas avoir un lieu qui va me contraindre à changer certaines choses. J'ai besoin d'avoir un lieu qui va se coller à cette histoire. Je veux dire, si à un moment il se passe un truc dans une toute petite ruelle juste après un café, il faut qu'il y ait cette petite ruelle après ce café. Donc si je commence à chercher toutes les conditions exactes de mon histoire dans une ville, je ne les trouverai jamais. Ça n'existera pas. C'est pour ça que je crée souvent. Alors souvent, ce sont des lieux qui peuvent rappeler un endroit de la France ou ailleurs, ou aux États-Unis, ou en Irlande, ou quoi, comme ce que le temps fera de nos vies. Mais voilà, ça c'est vraiment un truc qui est très important pour moi, c'est créer le lieu. Donc là, vous voyez, bon, pour les racines bleues, bon, ben, voilà, j'avais créé une rive nord, une rive sud, avec une navette qui passe au milieu sur la mer. Bon, voilà, donc, ça me permet, voilà, moi d'avoir ça, ça me permet quand j'écris après d'être cohérent sur certaines choses. Je me dis, ah, mais tiens, elle est allée de là à là. Donc je suis carrément, en plus d'être dans l'histoire de mes personnages, je suis aussi dans l'histoire du lieu. J'ai l'impression d'être dans le lieu. Alors, c'est rigolo, quoi. Alors, Elodie me dit, ça en fait des heures de travail pour la préparation. Combien de temps mets-tu pour préparer et combien de temps pour écrire? Alors, un corpus en général, bon, déjà, je ne fais que ça. Je travaille à temps plein l'écriture, donc on va dire je bosse 4 heures par jour. Voilà. Sur ces 4 heures, en général, j'ai 3 heures vraiment consacrées à l'écriture et j'ai 1 heure consacrée à tout ce qu'on dit la communication, c'est-à-dire faire de la publicité, répondre aux mails, voilà, échanger sur les réseaux sociaux. Ça, c'est très important. Appeler les libraires, m'occuper des séances de dédicaces, puis tout ce qui est entreprise aussi, la comptabilité de la maison d'édition. Bref, donc je passe 3 heures par jour. Donc pour les corpus, en général, je mets 2 mois. Et pour l'écriture du roman, c'est variable, c'est entre 2 et 3 mois.
Voilà, donc en rajoutant par-dessus un bon mois de préparation avant le corpus et un bon mois de promo après, ça fait entre 6 et 7 mois pour un roman, quoi. Voire 8 mois des fois j'attends, des fois je laisse passer. Ça dépend, voilà. Puis il y a la correction, relecture aussi, donc voilà, ça peut prendre pas mal de temps. Donc voilà, après, donc ça voilà, voilà, il y a encore un exemple de chronologie, ça c'est pour les racines bleues. Donc des fois ça se passe sur 3 mois, des fois sur 3 semaines, des fois sur des années. Ça c'est ce que le temps fera de nos vies. Donc là pareil, alors là c'était un peu moins travaillé, mais bon j'avais fait aussi La Petite Forêt pour ceux qui l'ont lu, avec la ville de Fresnes, avec l'Aubépal, le petit canal et le joli pont, il y a Tom et Jeanne qui sont dessus. Donc voilà, ça permet d'avoir une idée précise des choses. Et puisque Elodie me l'a demandé tout à l'heure, ben, là actuellement, donc, je suis en train d'écrire un nouveau roman. Et donc je l'ai attaqué, on va dire, donc j'ai publié Ce que le temps fera de nos vies en mai. Et donc c'était un peu compliqué parce que alors là, il y a eu le confinement, donc je l'ai fini presque avant le confinement, pendant le confinement, correction, tout ça. Je savais pas trop bien quand le sortir parce que je savais pas si je pourrais faire des séances dédicaces, on était un peu dans le flou. Et puis finalement, je l'ai sorti début mai parce que j'avais envie de le partager. Et donc, on va dire que de mai à juin, j'ai fait une pause d'écriture pour me parler de mon nouveau roman. Et j'ai commencé un petit peu en juin à écrire mon nouveau roman. Alors, mon nouveau roman, c'est la première fois que je passe autant de temps sur un corpus. Parce qu'en fait, c'est une. Donc, déjà, je peux vous dire, ça sera un thriller très, 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 très sombre. Qui risque d'être peut-être un peu long. Ça devrait dire long. Mais en général, mes livres font 300 pages en format américain, donc après, ça peut être plus, mais bon, bref. Parce qu'en fait, c'est une histoire que j'avais déjà en tête il y a un an ou deux. Et du coup, j'avais pas mal développé de petits trucs par-ci, par-là. Voilà. Et donc en juin, je reprends un peu ça, j'ai commencé à travailler dessus, j'ai repris un peu mes bouquins de criminalistique, parce qu'il va y avoir pas mal de trucs de criminologie dedans. J'ai commencé à écrire un peu les personnages. Après, il y a eu juillet, août, donc là c'était l'été, donc il faisait chaud. Moi j'aime bien écrire aussi quand il pleut, ou quand il fait pas trop chaud, parce que je suis dans un tout petit bureau, donc des fois c'est un peu dur. Mais bon, voilà, juillet, août, j'ai fait mon corpus, et même juin d'ailleurs aussi, et on va dire que même en mai, j'avais déjà commencé à le faire, le corpus. Donc en fait, ça fait bientôt, là, ça va faire le 5e mois que je suis sur mon corpus, parce qu'en fait, c'est une histoire, voilà, c'est un gros thriller, et c'est une histoire où il y a énormément de choses, il y a 28 personnages, alors bien sûr que c'est pas 28 personnages à retenir et puis si on les retient pas c'est foutu. Ça va être tout un tas de rencontres, il va se passer pas mal de choses, mais c'est du boulot parce qu'il y a énormément de choses qui vont se croiser. Donc bien sûr que quand on lira le livre, ça c'est quand on est lecteur, ben, voilà, l'histoire défile, on va mener une enquête, voilà, et puis il va se passer des choses. Mais quand on l'écrit, ben, il faut penser à tout, bien sûr. On pense à la fin, on pense au début, on pense à tout ce qu'il y a au milieu. Mais j'aime bien, moi quand je lis un livre, j'aime bien être pris par le suspense, j'aime bien être, que ce soit le temps, j'aime bien pas être dans la relâche, j'aime bien, surtout un thriller, j'aime bien être dans une dynamique quoi, qui avance. Et là, pour mettre en place ça par rapport à cette histoire, c'est un gros boulot parce que il y a, je vous dis, énormément de personnages, il y a beaucoup d'histoires qui vont se passer et j'ai beaucoup travaillé sur le passé des personnages. Voilà. Et puis là, bah, si vous voulez, je peux vous montrer voilà, petit exclu là, genre. Voilà, ça c'est la ville où va se passer mon prochain roman. Donc voilà, c'était un peu compliqué de la mettre en place parce qu'il y a énormément de lieux, tout ça. Voilà, donc c'est un roman qui se passera aux États-Unis. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un roman où il pleut beaucoup, si ce n'est tout le temps. C'est un roman assez sombre et voilà, et il y aura une enquête et il va y avoir sûrement une série de meurtres. Voilà. Après, bon, bah, c'est classique ce que je suis en train de vous dire, mais bon, voilà, c'est un roman qui me tient beaucoup à cœur et donc là, en fait, je pense que d'ici 2-3 semaines, je vais vraiment arriver à clôturer le corpus complètement.
Les personnages sont tous écrits, la chronologie est faite, les chronologies croisées aussi, parce que bien sûr il y a différentes choses qui se passent. Il faut bien imaginer qu'il y a plusieurs points de vue dans un roman, même si vous allez en lire qu'un, ben, il y a bien des choses qu'il faut que moi je sache. Et après, ben, je vais attaquer, je pense, ouais, on va dire début octobre, la rédaction du livre. Et donc, bah, si tout va bien, janvier-février, je sortirai ce nouveau roman. Et voilà, c'est toujours une aventure en fait quand on est auto-édité parce que c'est on est seul dans, dans son écriture, on est seul face à son histoire. Et c'est chaque fois qu'on se lance dans une nouvelle histoire, on sait qu'on va vivre pendant presque une année avec des personnages dans un décor et qu'ensuite on va le livrer comme ça et on verra bien ce qui va se passer. Et c'est toujours c'est un panel d'émotions, voilà. Ça fait un peu les montagnes russes, il se passe plein de choses. Il y a des phases de doute où d'un coup on se dit mais mince, est-ce que cette histoire vaut la peine d'être racontée? Et puis il y a des moments où on se réveille en plein milieu de la nuit en se disant mais oh là là, j'ai trouvé, mais oui c'est ça. Enfin, des petits détails qui chamboulent tout d'un coup. Enfin, il y a tout un tas de choses qui se passent. Souvent ce que je dis d'ailleurs, quand je suis en dédicace, parce que j'adore échanger autour de ça, je dis souvent aux personnes qui sont en face de moi, il faut essayer d'écrire absolument. Parce que bon, vous verrez, j'ai un blog, j'en parle pas mal de ça. Il y a tellement de choses qui se passent quand on écrit, quand on se donne la peine d'écrire d'un coup, de lâcher une histoire. Il y a des choses qui sortent comme ça, des trucs qui sont au fond de notre imagination. Et il faut le faire travailler, ça. Parce que c'est un autre plaisir, une autre sensation qu'on peut avoir dans la vie. Et je pense que c'est très important d'essayer en tout cas. Voilà. Moi, maintenant, c'est devenu mon métier. J'entends souvent des auteurs qui disent que c'est pas un métier d'être écrivain. En tout cas, pour moi, ça l'est parce que c'est un vrai travail bah, déjà à temps plein. Parce que même si j'écris 4 heures par jour, bah, le reste du temps, forcément, on est dans son roman. Il y a plein de choses dans la vie qui font qu'à un moment, on va croiser quelqu'un, il va se passer des trucs et ça va nous donner des idées. Voilà, tout se prépare aussi. Un roman, ça se prépare en amont, en aval, ça se prépare, ça se travaille pendant le roman. J'aime pas. Des fois, j'ai un chapitre où j'ai une très bonne idée, je la mets en place. Et il y a un petit détail, bon, qui n'est pas forcément très important, mais j'aime pas quand c'est un truc trop simple. Comment dire? Il y a des choses, on peut se dire, tiens, bah, en une phrase, voilà, j'ai réglé ce problème-là, de toute façon, c'est pas très important dans l'histoire. Ça, par exemple, je peux pas. Moi, il faut qu'il y ait une logique dans les choses, et ça, des fois, ça peut demander beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Mais il y a toujours une manière précise de trouver ce qu'il fallait. Parce qu'elle est là, la chose. Les petits détails, on l'avait, mais c'est juste qu'il fallait vraiment le chercher. Donc c'est du boulot, c'est un vrai travail de réflexion, un travail qui demande beaucoup d'énergie. Voilà, je différencie vraiment, pour moi, ça c'est autant de travail que n'importe quelle autre profession. C'est juste, on confond des fois travail, labeur, on confond des fois plein de choses. Voilà, c'est pas genre, souvent on pourrait croire qu'un auteur c'est quelqu'un qui arrive et dit ah tiens j'ai une idée, tiens je l'écris, ah, c'est sympa, tiens je vais aller me baigner, puis je reviens, et hop, je sors mon livre. Non, ça marche pas comme ça. Écrire un livre, ça prend, c'est une année de sa vie, c'est plein de choses qui sont dites dedans, c'est voilà. Et après, il faut les faire vivre les livres, il faut en parler autour de soi. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Alors, Aude Tichamp qui me dit peut-on commander directement auprès de toi pour recevoir un livre dédicacé? Alors non, je ne passe que par Amazon ou par dédicace ou par librairie, mais les librairies qui sont dans le coin. Après, je peux faire, ça peut m'arriver de faire l'exception, mais c'est un peu compliqué parce que bah, tout simplement envoyer un livre par la poste, ça coûte très cher. C'est compliqué, donc je l'ai fait une fois pour une auteure que je connais qui voulait faire un cadeau à son papa, voilà tout ça. Et donc je l'ai fait. Ça, voilà, c'est un truc que j'ai pas encore résolu. C'est-à-dire qu'on me demande un exemplaire dédicacé, et c'est vrai que bah, si on ne se rencontre pas en dédicace, bah, c'est difficile d'en avoir un dédicacé, parce que sur Amazon, on ne fait pas de dédicace, évidemment.
Donc pour l'instant, j'ai pas vraiment trouvé de solution par rapport à ça. Voilà. Donc bon bah là pour cette année, les dédicaces, ça me paraît un peu compromis pour moi. Donc soit vous venez dans le sud l'année prochaine, soit oui en relais colis c'est moins cher, c'est vrai. Bon après voilà, je suis jamais fermé à rien, hein. C'est sûr que ça m'est arrivé de recevoir un mail de quelqu'un qui avait envie de dédicace, bon, bah, je le fais, puis voilà, c'est pas de souci. Mais j'ai pas mis ça en place pour l'instant, ni sur mon site, ni de manière formelle. Donc oui, après, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail, et puis voilà, je vous répondrai, et on se débrouillera. Oui, enfin, il n'y a pas, je suis pas hyper rigide là-dessus, mais c'est vrai qu'on va dire, d'une manière générale, je le propose pas pour l'instant. Donc, c'est un truc à réfléchir. Mais de toute façon, il faut tout le temps se poser des questions, se remettre en question sur plein de choses quand on est auto-édité, parce que c'est un. Bah, on fait tout, on fait le travail de l'éditeur, le travail du graphiste, le travail de la promotion, de l'agence de presse. C'est un métier vraiment qui prend du temps. Et puis, il y a les histoires, moi, c'est ce qui m'importe le plus. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai un lectorat qui me fait pas mal de retours, et donc, quand j'écris, je pense pas au lectorat parce que j'aime me faire plaisir, mais j'aime bien après derrière que les personnes soient contentes, qu'elles aient un joli livre, que si on peut échanger, si on peut se voir, enfin voilà, tout ça, ça fait partie aussi de. C'est comme une famille, quoi. Avant, j'écrivais vraiment tout seul dans la grotte, maintenant j'écris en sachant dans ma tête que. Il y a des lecteurs qui me lisent, et ça, quand on est auteur, bah, ça fait vraiment plaisir. Et c'est inestimable de pouvoir partager comme ça un art, enfin, c'est super. Après, quand j'étais musicien aussi, je faisais des concerts et c'était sympa de partager en concert, mais c'est plus compliqué, voilà, c'est pas la même chose. On peut être lu par beaucoup de monde euh, grâce au nouveau système qui existe aujourd'hui, alors qu'avant c'était plus compliqué. Voilà, après je sais pas si vous avez d'autres questions, je sais pas si j'ai beaucoup parlé, oui j'ai beaucoup parlé quand même. Donc si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Je sais pas, est-ce que je vous ai expliqué un peu tout ce que je voulais vous parler. Oui, bah voilà, après, voilà, c'est un plaisir d'écrire, et j'ai hâte bien sûr que le prochain sorte. Comme d'habitude, j'ai toujours hâte. Et oui, aussi, je voudrais remercier aussi, puisque j'en ai l'occasion là, les chroniqueuses déjà, parce que on en parle souvent, mais qui font un travail incroyable, qui permettent d'avoir une visibilité sur Internet, mine de rien, qui mettent des avis sur Amazon, qui parlent sur leur blog des auteurs, enfin, qui font un vrai travail en fait pour nous, qui est indispensable pour être pas noyé en fait dans l'immensité d'Internet. Et puis aussi au groupe Facebook, comme Thriller Édouard, à Aude, qui nous permettent de nous donner la parole. Et c'est très important parce que bon là, je fais un live avec vous, c'est super, mais assez régulièrement, je poste pas mal je partage des chroniques, j'essaye de partager beaucoup de choses sur les groupes Facebook d'auteurs. Et donc ça nous donne aussi une petite tribune pour s'exprimer sans en même temps faire de la pub à outrance, mais c'est très important parce qu'il y a des lecteurs qui nous découvrent comme ça, et quand ça correspond, quand ça colle, c'est super, c'est chouette, c'est grâce aussi à ces groupes-là. Et donc voilà, tout ça c'est vachement important. Ça fait partie de notre réseau, ça fait partie de notre profession, et voilà, c'est chouette, c'est pas dissociable de l'écriture tout court. L'écriture c'est bien, mais on est obligé aussi de savoir la présenter derrière. Voilà, bah écoutez, je sais pas si vous avez d'autres questions ou pas. Peut-être qu'on va à 19h27. Je sais que normalement c'est maximum 1 heure, donc il reste 3 minutes. Qu'est-ce que je vais dire? Blablabla. Non, mais voilà, après si vous voulez retrouver, j'ai un site internet, donc vous pouvez retrouver mes romans dessus. J'écris énormément de petits textes, de poésie sur mon compte Instagram. Je tiens un blog, donc j'ai une série d'articles. Par exemple, je suis en train d'écrire une série d'articles qui s'appelle Ma vie d'auteur, où je raconte un peu mon parcours, ce qui permet aussi de voir comment ça fonctionne, des fois, ce qu'on peut faire dans la vie, les imprévus, c'est un peu l'expérience de vie, anecdotique, c'est rigolo.
Voilà, il y a mes petites chansons sur mon site aussi si vous voulez écouter. J'ai ma page Facebook, un compte Twitter. Voilà, après je suis sur Amazon. Bref, voilà, vous pouvez me retrouver un peu partout. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, même après ce live ou en replay, pour, je répondrai avec plaisir, quoi. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop saoulé, parce que je parle beaucoup. Et voilà, ça m'a fait plaisir, parce que c'est toujours agréable de pouvoir partager un peu son univers, et puis même de raconter comment ça fonctionne tout ça, l'auto-édition, l'écriture, parce que quand j'ai commencé à écrire au tout début, il y a eu quelques auteurs avec qui j'ai échangé et qui m'ont permis vraiment euh, d'y voir plus clair, d'avoir moins de craintes, moins de doutes. Ils m'ont mis à l'aise et puis c'est vachement important de partager ces expériences-là parce que chaque expérience est personnelle, mais quand même, des fois, ça peut donner confiance, ça peut permettre de voir que rien n'est impossible, bien au contraire. En fait, quand on essaye les choses, si on s'y donne à fond et que ça nous plaît, qu'on est passionné, bah, même sans être passionné, mais en tout cas, quand on aime ce qu'on fait, on peut aller n'importe où, et ça, c'est super. C'est quelque chose de très positif de nos jours. Bon, mais voilà, écoutez, c'était vraiment intéressant, ben merci, c'est cool. Live très complet, une petite question. Alors, c'est une grande maison d'édition, Virginie qui me dit, si une grande maison d'édition vous contactait pour éditer un de vos livres, quelle serait votre réponse? Ah bah, oui, c'est une très bonne question. Alors, au tout début, je voulais absolument être édité par une grande maison d'édition, donc pour mon premier roman. Pour mon deuxième roman, j'ai dit, de toute façon, les grandes maisons d'édition, j'en ai rien à faire, voilà, tant pis. Pour mon troisième roman, je me suis dit, bah en fait, vu que je veux vivre de ma plume, je peux pas me permettre pour l'instant de passer par une grande maison d'édition, auquel cas ça pourrait être compliqué. C'est-à-dire que si, sans aucune prétention, mais si j'avais la chance d'être édité par une maison d'édition, c'est ce que je me disais à l'époque, hein, bien sûr, bah, peut-être que je pourrais plus vivre de mes romans, puisque quand vous êtes un auteur inconnu, que vous êtes édité par une grande maison d'édition, c'est pas forcément tout de suite, genre, ça y est, on parle plus de vous, tout ça, non, pas du tout. Ça peut être, je vous dis, vous êtes en coin de librairie, puis vous gagnez très peu d'argent sur chaque livre, et du coup, vous pouvez plus vivre de ça. C'est bête, mais c'est comme ça. Maintenant, honnêtement, je suis à mon cinquième roman que je suis en train d'écrire, donc l'idée d'être auteur hybride, qui veut dire que je peux être à la fois auto-édité et édité, pourrait m'intéresser. C'est-à-dire, j'ai pas mal de retours très positifs des lecteurs, j'ai pas mal de lecteurs chaque mois, donc c'est sympa, c'est à un petit niveau parce que justement je suis auto-édité et que peut-être que si j'étais édité j'aurais plus de lecteurs, parce que pour parler crûment, en fait, le nombre de lecteurs, si on parle en quantité, n'est pas forcément toujours lié à la qualité d'un livre, mais aussi à l'ouverture d'un livre, comment dire, je ne trouve pas un mot pour un auteur. Non, mais en gros, voilà, si vous êtes vachement visible, bah, vous êtes vachement lu. Quand j'ai eu la promotion d'Amazon sur une journée, j'ai eu 600 lecteurs en une journée. Tout ça parce que j'étais en haut sur Amazon. Quand vous vous appelez Guillaume Musso, Lévy ou tout autre auteur très très connu, vous êtes en tête sur Amazon dès le début, donc vous êtes énormément lu. Donc forcément, l'impact d'une maison d'édition n'est pas le même, ça c'est évident. Donc oui, aujourd'hui, je pense que si une maison d'édition me contacte, non, une maison d'édition ne me contactera pas, je ne suis pas dans les mondes des bisounours non plus, mais si je m'amusais à envoyer un manuscrit et que ça passait et que ça plaisait, bah oui, pourquoi pas, un de mes romans, ça pourrait être sympa, parce que l'idée est toujours la même, c'est à la fois de vivre de sa plume, c'est chouette, ça permet de tout le temps écrire, et puis aussi de partager quand même avec le plus grand nombre, parce que il n'y a rien de tel quand vous écrivez que vous passez une année intense avec vos personnages, de pouvoir les partager avec plein de gens. Parce qu'après, bah, vous avez des retours et ça permet de donner une seconde vie. Parce que ça aussi, je n'en ai pas parlé, mais quand on finit un roman, c'est très difficile. On quitte ses personnages, on fait un peu un deuil, c'est un peu bizarre psychologiquement. Donc, quand on en parle avec plein de lecteurs sur les années qui suivent, c'est super. Voilà. Ça permet de replonger soi-même dans ses propres histoires. Bref, voilà. Donc, oui, maintenant, je ne suis pas du tout opposé à une maison d'édition, mais encore faut-il que j'envoie un manuscrit, ce qui est pour l'instant pas dans mes projets. Et voilà, peut-être que je me pencherai sur la question pour le nouveau, je ne sais pas encore, mais je verrai.
Voilà, bah écoutez, je ne veux pas trop manger le temps là, parce que je vais me faire gronder. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Et bah, voilà, j'espère que, voilà, que vous avez passé un moment sympa. Moi, en tout cas, c'était le cas. Merci pour vos questions. Merci de m'avoir suivi. Merci mille fois Odd. Je le dirai jamais assez. Voilà. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour des nouveaux écrits, des textes, et puis sur les réseaux. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.